Bienvenue sur ce plateau virtuel. La tendance d'aujourd'hui, on a vu fleurir depuis 2 ans des plateaux comme celui-ci ou pas comme celui-ci, on va en parler, un petit peu partout. J'ai invité 4 personnes pour évoquer cet univers et je vais leur demander de se présenter. Caroline? Caroline Duboc, du coup, je travaille à Videlio. Videlio qui est un prestataire audiovisuel, qui fait de l'intégration audiovisuelle, qui fait plein d'autres choses, hein. C'est un grand groupe. Et moi, j'ai rejoint Videlio il y a quelques mois dans le cadre d'un projet qui est en train de prendre forme, de se finaliser, qui est la station 141, où on met en place un centre de production qui pourra produire donc, tout ce qui se tourne à la station 141, donc au 141 avenue des Grésillons à Gennevilliers, et qui pourra produire également ce qui se passe à l'extérieur grâce à la remote production. Éric, à ton tour? Eh bien, bonjour à toutes. Je suis Éric Matouc, je suis directeur associé du groupe Stardust, localisé à Fontenay-sous-Bois. On est spécialisé dans l'intégration audiovisuelle et la prestation de services. Nous sommes confrères de Caroline et de Videlio. Nous avons, depuis 2 ans, beaucoup travaillé sur tout ce qui est immersion, digitalisation, mise en 3D d'événements. Et donc, je vous remercie de m'inviter et de pouvoir partager nos expériences. Jean-Baptiste est avec nous également. Bonjour, Jean-Baptiste Guillaume, donc je suis architecte, je dirige l'agence Gerp Architecte. On est une agence spécialisée dans le monde du broadcast, donc c'est-à-dire qu'on développe, on construit, on aménage des chaînes de télé, des organismes de prod dans le cinéma. Et on s'est développé récemment, récemment ça a commencé il y a un peu plus de 6 ans, 7 ans, sur le plateau lié au corporate. Donc c'est une déclinaison des plateaux type TV ou radio vers le corporate avec des usages qui ont commencé comme ceux de la TV et qui finissent par faire qui finissent avec des nouveaux usages, des trucs beaucoup plus complexes ou beaucoup plus agiles. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui dans le cadre de cette table ronde. Et on va finir ce tour de table avec Arnaud qui nous accueille chez lui. Oui, bonjour à tous. Arnaud Hochlerg, Multicam System. Donc nous, on intervient sur ce plateau parce qu'on développe des technologies autour de l'immersif. On a développé un ensemble de produits liés à tout ce qui est robotisation, tout ce qui est moteur de rendu dans le mur. Et on s'est spécialisé dans la LED, c'est-à-dire qu'on s'est spécialisé dans l'infodécor immersif XR dans la LED. Et donc là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir un peu échanger nos expériences. Nous, on est des fabricants, donc on développe des technologies. On pense que ça va aider la profession à développer des nouvelles narrations, des nouveaux usages. Voilà, on va voir si ça va être le cas dans les prochains mois, les prochaines années. Et l'idée, c'était de pouvoir discuter un petit peu de cette expérience-là et d'échanger avec ceux qui n'ont pas forcément pris la même direction que nous. Peut-être, je sais qu'Éric sont plus sur le fond vert. Videlio, ils ont des expériences un peu différentes et complémentaires sur l'utilisation plutôt. Je sais que tu me parlais de petits bonhommes, là, comment on appelle ça, là, des gens qui interviennent à distance. Là, Des téléportations. De la téléportation, le fait des contributions extérieures, enfin plein de sujets qu'on peut nous mettre dans le décor 3D ou pas, l'ARA, enfin il y a plein de sujets et l'idée c'était vraiment de discuter avec vous et d'échanger un peu et de voir finalement si tout ça était cohérent par rapport à l'évolution du marché ou si finalement c'était juste un gadget. Alors pour mettre tout le monde bien à l'aise, moi le premier, on va peut-être commencer par définir ce que ça signifie, tous ces acronymes VR, XR, 3D, j'en oublie beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas tout à fait situé de quoi on parlait. Et j'aimerais que vous nous expliquiez tout ça. Qui souhaite commencer à parler de ça? Oh, mais regardez pas. Allez, Éric. Vous me flattez. En fait, Éric, tu as raison. C'est-à-dire que même nous, en tant que professionnels de ce métier, j'avoue qu'on a eu du mal à bien comprendre et à bien appréhender les possibilités des technologies.
Il faut savoir que le Covid a été un accélérateur de mise en place de nouvelles technologies. Et donc, c'est à ce moment-là, quand le premier confinement est arrivé, on s'est tous retrouvés à être obligés de se remettre en question, à être obligés de regarder ce qui se passait. Et donc, en tout cas, chez Stardust, c'est à ce moment-là qu'on est parti dans l'étude de ce qu'on pouvait faire en 3D. Donc, en 3D, 3D c'est vague, hein, ça peut être de la construction d'objets 3D avec des logiciels du marché. Nous, aujourd'hui, la 3D, c'est captation de vrais éléments, donc un plateau, des intervenants, hein, et puis on les immerge dans un décor qui, en tout cas chez Stardust pour l'instant, on est parti sur ce qu'on appelle la technologie fond vert, c'est-à-dire qu'on immerge un vrai décor des vraies personnes dans un univers 3D à 360. C'est-à-dire que concrètement, une caméra pilotée, on peut lui faire le tour sur elle-même, on va être dans un décor. Donc ça, c'est ce qu'on appelle chez nous la technologie XR traquée. Pourquoi traquer? Parce que tous les mouvements de caméra, que ce soit les déplacements, les zooms, vont avoir une prise en main, il y aura une prise en main de tout le décor 3D. Donc si je viens zoomer sur moi ici, eh bien derrière, il faut aussi que le décor s'adapte en temps réel, aussi bien en position qu'en termes de flou, pas flou, netteté, ainsi de suite. Donc tout ça, on peut tout calibrer. Après, il y a d'autres technologies qui existent, comme ce qu'on fait aujourd'hui sur votre plateau, qui est magnifique, c'est l'immersion. Donc on a 2 niveaux d'immersion. Là, on est sur de l'immersion que moi j'appelle en tout cas non XR, puisque on est dans un décor et toutes les caméras filment un décor qui est en mouvement. Okay, et on a aussi la possibilité de faire de l'immersion sur du mur LED en XR. Là, c'est différent. C'est-à-dire que la caméra qui est sélectionnée, derrière la personne qui est filmée, il va y avoir un morceau d'image qui va être en rapport avec la position et le mouvement de la caméra. Donc du coup, vous voyez, c'est compliqué. Là-dessus vient se greffer une couche qui est la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce que j'ai expliqué là, on peut rajouter des éléments 3D virtuels. Bon exemple, comme tu le disais Arnaud, hier soir sur les télés françaises, on était sur l'émission des présidentielles, eh bien on a vu des gros éléments, des très beaux éléments 3D qui sont venus habiller la captation. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais en fait, tout ça fait partie de cet univers XR et chacun l'utilise un petit peu avec son savoir, son expertise et aussi la demande de ses clients qui, on va en parler après, est quelque chose aujourd'hui de non pas compliqué, mais qu'on doit accompagner en tant que prestataire technique. Donc aujourd'hui, nous, les prestataires techniques, on comprend ce marché et donc il faut accompagner les clients pour comprendre ce qu'on peut faire. Jean-Baptiste, toi, tu interviens en amont, tu es en début de la chaîne. Moi, j'interviens en amont, alors régulièrement, parfois j'arrive en pompier aussi, mais en amont, c'est-à-dire qu'on accompagne, nous, les entreprises ou les sociétés, que ce soit de la télé ou du corporate, en amont sur le concept de décor, c'est-à-dire on détermine avec eux ou détermine leurs besoins, on les aide à déterminer, à programmer les usages, à trouver les espaces, à aménager les espaces, parce qu'un plateau, ça ne se monte pas dans n'importe comment, parce qu'il y a des éléments simples de base à travailler, comme l'acoustique, comme la thermique, et donc on les accompagne là-dessus, et surtout on monte le projet avec eux, et après avec les partenaires techniques, que ce soit les intégrateurs ou les maîtres d'œuvre techniques, broadcast, pour trouver les bons outils. On travaille aussi avec les réalisateurs ou les chefs-op, ou les directeurs photo, pour travailler la lumière, puisque sans bonne lumière, on n'a pas de bonne image. Et donc voilà, tout ça, on fait cet accompagnement-là, on dessine les décors, on travaille, alors décors physiques. Quand on passe dans le virtuel, c'est un métier à part. Donc c'est des gens, on peut travailler la direction artistique du décor virtuel, mais en tout cas le montage, le design, la gestion de la 3D virtuelle, c'est un métier à part. Et il y a des spécialistes qui font ça très bien. Et derrière, après, on accompagne sur la mise en œuvre et l'utilisation du plateau avec les prestataires et les intégrateurs. Et sur l'aspect donc connaissance de ces métiers, connaissance de cet univers, est-ce que tes interlocuteurs, tes clients ont aussi des lacunes à combler ou est-ce que dans certains domaines c'est le cas, dans d'autres moins? Alors en télévision, c'est plus simple, les gens savent à peu près où ils vont. Quand on travaille avec des institutionnels ou des corporates, régulièrement, les gens ont du mal à comprendre les tenants et les aboutissants de certains éléments, comme un mur d'image. Un mur d'image, il faut le remplir. Donc à un moment donné, il faut du contenu. Donc ça, c'est partie des questions qui se posent toujours.
Oui, vous voulez un mur d'image de quelle taille? Vous avez l'argent pour le gérer ou pas? Donc, parce qu'un mur en 16 neuvième ou un mur qui n'est pas en 16 neuvième, ce n'est pas le même prix en termes d'électronique. La taille de l'écran, soit c'est des dalles, soit c'est des murs LED comme ici, c'est pas le même budget. Donc tout ça, en fait, au début, les gens ne savent pas. Ou pour eux, c'est juste un écran et une fois qu'on l'a branché, c'est bon, on a l'image. Les caméras, c'est pareil, la lumière, c'est pareil, alors qu'il faut quand même, à un moment donné, quelqu'un pour faire le point, travailler la profondeur de champ, travailler l'éclairage pour avoir une bonne mine, ou voilà, travailler la position des gens. Donc tout ça, c'est ces éléments-là qu'il faut leur apprendre ou leur rappeler surtout, parce qu'en fait, intuitivement, ils se précipitent vers le produit final, mais ils oublient toutes les étapes en amont qui sont la programmation, le dessin, la mise en forme de tout cet outil. Est-ce que chez Vidélio, qui touche une clientèle encore différente de celle de Jean-Baptiste, on retrouve cette nécessité d'évangélisation vers cette nouvelle technologie? Nous, ce qu'on fait à Vidélio, on essaie de mettre en place des solutions qui permettent justement aux clients d'aborder toutes ces nouvelles perspectives de manière confortable. Et en même temps, on les fait un peu rêver parce qu'on leur permet on leur offre des solutions qui leur permettent de rassembler de manière virtuelle des gens sur le même plateau. Tout ça avec des collaborateurs qui peuvent suivre aussi en direct ce qui se passe et de pouvoir intervenir en même temps. Et donc du coup, également avec un décor virtuel. Et donc c'était déjà une volonté de Vidélio avant même la crise sanitaire. De vouloir essayer de trouver une solution pour dynamiser, par exemple, les JT de news, où il y avait une réflexion qui disait, mais les invités, surtout un musicien, par exemple, qui est en duplex et tout ça, comment on pourrait arriver à le faire venir sur un plateau alors qu'il ne l'est pas physiquement, et de manière à ce que ce soit un peu plus rigolo, un peu plus dynamique. Et du coup, l'idée de téléporter l'invité sur le plateau avait trotté déjà dans la tête, etc. Le Covid a fait que ça a servi d'accélérateur, en fait. Et les solutions se sont donc... la solution s'est pensée beaucoup plus vite que prévu. Et en fait, ça a permis à certains de proposer cette solution assez rapidement, et notamment de le proposer pour des agences de pub, mais aussi pour des clients qui ont pu, du coup, tout le monde était bloqué dans ses foyers ou chez soi, mais on a pu proposer à certains clients de les réunir de manière virtuelle ainsi. Donc réunir 2-3 intervenants sur un même plateau et suivi par 200, 300 collaborateurs ou plus. Et les collaborateurs pouvaient en même temps poser des questions aux participants. Donc c'était assez rigolo. Eric nous parlait de fond vert, puisque c'est son choix. Il y a 2 technologies, manifestement, si j'ai bien compris, qui se détachent. On va voir ce pourquoi elles sont faites. Arnaud, toi, tu as choisi d'avoir des écrans LED. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le sens que ça a, ce qu'on peut faire avec, ce qui est différenciant, et après, Eric nous expliquera les atouts de sa solution sur fond vert. Alors, c'est vrai que nous, on a pris un choix technique qui était le mur de LED. Ça s'explique aussi par rapport au contexte. C'est-à-dire que souvent, donc en tant que fabricant, on fait beaucoup de salons. Et comme on fait beaucoup de salons, les gens viennent nous voir et nous disent « Tiens, vous voulez pas faire ci, vous voulez pas faire ça ?» C'est souvent le cas sur les salons. « Ah ouais, tiens, vous n'avez pas ça, ce serait bien de développer ça. » Et donc, à un moment donné, se poser la question du fond vert. Et le problème du fond vert, c'est qu'il y a des problèmes liés à l'incrustation et compagnie. Et honnêtement, il y avait quand même pas mal de technologies qui existaient déjà, qui marchent très bien. Et on s'est dit, c'est pas une bonne idée d'y aller. Donc souvent, on bottait un peu en touche en disant « non, on va pas y aller ». En plus, c'était pas la philosophie des produits, on était plus orienté sur des produits faciles à utiliser et compagnie. Donc, c'était pas vraiment notre cible. Et il se trouve que avec le rachat de la société Polyscope qui s'est fait il y a 1 an et demi, on s'est posé la question de la manière d'utiliser au mieux les robots et s'est posé la question du tracking et compagnie. Donc, on a remis le sujet on va dire du fond vert sur la table. Et puis, voilà, on n'était pas convaincus. Et au même moment, il y avait, comme le disait Eric, l'arrivée de tout ce qui était Mandalorian, tournage sur fond, et on s'est dit mais là c'est génial. Notre problématique c'est l'incrustation. Si on filme un mur de LED,
eh ben, il n'y a plus de problème d'incruste. Et donc, du coup, on résout notre problème lié au fait d'intégrer des technologies. Donc, on a commencé à surfer là-dessus. C'était tout nouveau. Et puis, voilà, on a développé un certain nombre de technologies autour de la LED pour pouvoir synchroniser, utiliser la LED pour rendre ce décor immersif. Voilà, ça, c'était un positionnement qu'on a adopté avec des avantages, des inconvénients. On pourra en parler si vous voulez. Mais ce que je trouve intéressant aussi, je rebondis un peu sur ce que dit Carole tout à l'heure et Jean-Baptiste, c'est que globalement, en fait, le point de départ, c'était la XR. Le point de départ, c'était le côté on va développer une immersion pour le spectateur. Parce que bon, pour nous, là, on voit le décor qui bouge et tout, mais le spectateur, lui, il n'a pas la même expérience. Mais ce qui nous a intéressé aussi, au-delà de la XR, avec la LED, c'était le fait de pouvoir baigner les intervenants dans un univers. Ce que tu ne peux pas faire avec un fond LED. Après, il y a d'autres avantages, et on pourra en parler, mais en attendant, quand tu es sur un fond vert, tu es sur un fond vert. Et c'est un peu perturbant, surtout pour des gens qui ne sont pas des professionnels de l'audiovisuel. Là, nous, on est un peu dans le milieu, mais moi, je ne fais pas de plateau, tu vois, je sais un peu comment ça va. Mais pour avoir fait des tournages en fond vert, je ne trouve pas ça très agréable. Il y a des gens à qui s'habituent, mais moi, je ne trouve pas ça très agréable. Et les gens à qui on s'adresse, donc qui ne sont pas des professionnels, ce n'est pas évident. Donc on s'est dit, cette technologie, elle est vachement intéressante aussi pour ça. Alors là, on parle de XR et tout, c'est cool. Mais derrière, vous parliez d'usage beaucoup plus simple, en fait. C'est-à-dire quelquefois juste un infodécor. Tu prends le décor, par exemple, de France Info, là, ils ont refait leur plateau. Là. Le plateau, il est génial, c'est très joli, ça a du peps. C'est que de la LED, c'est que de la 2D, donc ça marche aussi. Là, on parlait de public virtuel, c'est-à-dire le fait de pouvoir diffuser dans le mur. Comment tu fais ton public virtuel avec un fond vert, Eric? Comme ça, c'est direct. Il apparaît sur le moniteur en face. Honnêtement, je comprends ce que tu dis. Honnêtement, tu as raison. Nous, notre expérience, c'est qu'on n'est pas parti sur du mur LED, simplement parce qu'on voulait avoir des contenus en temps réel qui soient à 360, déjà, premièrement, parce que c'était la demande de nos clients. On ne voulait pas non plus partir dans des solutions qui sont économiquement un petit peu cher quand on commence à installer du mur de LED de partout. C'est-à-dire que si on voit les images plus tard, on a fait une opération pour Saint-Gobain avec une agence qui s'appelle WeChange. Ils avaient un concept, ils ont remporté l'appel d'offres grâce à ça. Et on n'aurait pas pu faire ça en vrai dans un théâtre. Ça aurait été 10 fois plus cher. Donc là, la solution fond vert, elle a apporté, je dirais, l'accessibilité à quelque chose de grand, de très grand, avec un coût très petit, puisque le studio de Saint-Gobain, il fait 12 mètres carrés, 2,50 m de hauteur sous plafond. Donc ça a cet avantage. C'est-à-dire qu'avec du tout petit, on peut faire quelque chose et immerger les gens dans quelque chose d'immense et à 360. Comment on fait pour gérer, je dirais, de la scénographie dans nos décors 3D? Et ben, comme on le fait avec un mur de LED, c'est exactement les mêmes machines. Nous, on travaille soit avec du modulo, soit avec du Resolume. Et ça permet de gérer des flux. On peut gérer jusqu'à 8 flux en temps réel dans tout ce qui se passe dans la 3D. Donc on fait de l'interview à distance, on a intégré la solution SparkUp sur Saint-Gobain avec 260 personnes qui regardaient. Ils étaient eux-mêmes spectateurs, mais aussi acteurs de la scénographie. Donc on parlait des gens qui sont sur le plateau. Les gens qui sont sur le plateau, ils regardent de toute façon une caméra. Donc quelque part, ils s'habituent. Donc tu as raison sur le fait que certaines personnes se sentent un petit peu tout seuls au milieu de grands murs verts, mais ça, pour des gens qui sont non professionnels, aguerris de la présentation, quelque part, nous on remarque que ça les aide. C'est-à-dire qu'on ne disturbe pas leur discours et leur attention avec des images qui tournent partout. D'accord ? Donc ça a un côté un petit peu solo, mais quelque part, ça les concentre sur ce qu'ils ont à dire. Voilà, clairement. Là où c'est compliqué, c'est quand tu leur dis, écoute, sur ton côté gauche, là, tu vas avoir quelqu'un qui est à Bordeaux et vous allez faire une interaction. Donc, on a trouvé la parade en installant des écrans sur pied qui ne sont pas dans le champ des caméras, qui ne sont pas non plus sur le fond vert, ce qui fait que, naturellement, on force l'orateur à se tourner vers l'écran et donc, dans la 3D, ça fait l'immersion. Voilà. Après, la technologie XR sur le mur de LED a une grosse différence, c'est que vous avez une seule caméra qui pilote le décor en temps réel. Ce qui fait qu'à la réalisation, vous pouvez avoir 8 flux de caméras, mais il n'y en a qu'un dans lequel la caméra est vraiment dans l'axe. Donc,
Nous, quand on a choisi d'aller dans ce métier, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On fournit 8 flux truqués avec des plans de caméra qui sont nickel, des vrais angles et tout le bazar, ou est-ce qu'on fait sur une seule caméra ? On a choisi le fond vert. Et c'est peut-être aussi parce que notre métier chez Stardust, ce n'est pas de faire ni du cinéma, ni de la publicité, ni de la prise de vue des plans séquences de caméra. Ce n'est pas notre métier. Donc on a trouvé que le fond vert était plus adapté. Juste, je me permets de revenir, parce que nous, en fait, on l'a fait sur un mur LED, on a fait une opération pour un client où justement je crois, 1000 participants étaient projetés sur le mur LED. Donc, la personne qui parlait était entourée des gens à qui il s'adressait, en fait. Et quand certains voulaient intervenir, alors il y avait aussi, parce qu'on peut créer des fenêtres comme on veut, donc il y avait une fenêtre de la présentation. En face de lui, il avait 2 moniteurs avec le moniteur de la présentation. Et à chaque fois que quelqu'un parlait, en fait, la personne lui apparaissait devant, genre à 1,50 m devant lui, sur un gros moniteur. Ce qui fait que lui, en fait, ça peut participer à faire croire ou à remettre quasiment tout le monde au même endroit, quoi. Ouais, est-ce qu'en fait, juste pour rebondir, c'est qu'en fait, on mélange plusieurs sujets parce qu'il y a effectivement la XR, tu vois, il y a la XR qui est effectivement, tu diffuses un décor dans le mur. Et effectivement, ça peut être un peu perturbant pour les gens qui sont ici, à un moment donné, de voir ce décor évoluer. Donc moi, pour le moment, ça ne me dérange pas trop, mais je pense que ça peut en déranger certains. Là, le sujet qu'on évoque, c'est différent. C'est qu'on diffuse dans le mur. Là, on sort de la XR. Comme on revient sur les usages, on sort de la XR qui est un élément en fait de décoration qui va apporter son lot d'avantages et d'inconvénients. Mais si là on prend l'exemple que tu cites là, c'est juste qu'on diffuse, on est en 2D, on diffuse des gens dans le mur, et là on vient sur de l'immersif. Et c'est ça effectivement qui est intéressant, c'est le terme d'immersion peut quelquefois être un peu détourné de son usage. Nous c'est vrai que quelque part quand on parle de XR, on parle d'immersion parce qu'on met les gens dans un décor immersif. Mais la réalité c'est qu'aujourd'hui les gens parlent d'immersion uniquement parce qu'ils diffusent quelqu'un dans le mur et que c'est immersif parce que je peux interroger. Quelqu'un ou de l'information. Ou de l'information, ça peut être du data, ça peut être des tableaux, ça peut être... Quand on est en corporate, en fait, l'usage principal, il est hybride maintenant. C'est-à-dire on est à la fois en conférence, en représentation, en formation, on fait tout à la fois. Et donc, on doit pouvoir communiquer et interagir. Donc, on a le fond qui est intéressant, mais le fond, ça pourrait être remplacé par un habillage, si on voulait faire le truc vraiment plus économique. Et ce qui est intéressant aussi dans les écrans, c'est d'avoir les écrans, d'avoir un truc 360, parce que pendant que moi, j'aurais les gens avec qui je discute en face de moi, on pourrait avoir, eux, voient ce qui se passe derrière, ou d'autres éléments, ou du data, ou des autres personnes qui sont juste en FaceTime ou en Teams. Donc on peut mélanger les flux Teams, les flux vidéo d'une autre pièce, doublon, de répéter. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc on n'est plus du tout dans la 3D, là, on est plus dans la scénographie de la diffusion et de l'échange de l'information. Et je pense que dans le corporate, c'est plus ça qu'attendent les entreprises, qu'en fait, ils parlent de leur sujet, ils parlent de leur organisation, ils mettent en place des team building, c'est ce que tu as fait. Et donc, nous, ce qu'on a fait ensemble avec Videlio, il y a 10 ans, on avait dessiné un studio pour une boîte qui avait des call centers dans le monde entier. Et donc, le gars, il voulait pouvoir discuter avec 200 personnes d'un seul coup. C'était il y a 10 ans. Et donc, on avait un studio qui avait un décor, qui avait tout ce qu'il fallait, plus un mur d'images, des horloges, parce qu'il y en avait dans le monde entier. Et il pouvait, avec un petit travelling, et il pouvait discuter avec tout le monde. Il avait les gens en face de lui dans les écrans. C'était il y a 10 ans. Ouais, c'est... Donc voilà, c'est ce besoin-là. Maintenant, on a des outils qui sont géniaux, qu'on peut faire n'importe quoi. Tous les outils broadcast, ils sont devenus beaucoup plus simples à utiliser, beaucoup moins chers. C'est le développement du numérique, tout simplement. Donc avec un bon réseau, un bon ingénieur IT, on arrive à faire pas mal de choses. Et c'est l'échange de flux qui est devenu le plus important. Je suis d'accord, je rejoins par rapport à ce que disait Eric. C'est vrai que pour du corporate, est-ce que faire un talk dans un décor immersif, ça a du sens ou pas ? Que ça soit du fond vert ou de la LED, c'est vrai que pour la LED, la question se pose sincèrement. Est-ce que c'est... L'immersif, ça peut être une accroche. C'est juste pour en mettre plein la vue à un moment donné, pour rappeler l'image ou l'identité de la boîte. Et puis derrière, c'est plutôt l'échange d'informations. C'est l'information dans laquelle on doit être immergé. Pour pouvoir travailler l'échange et développer un projet ou un sujet.
Genre, tu évolues dans un décor 3D au démarrage, tu poses le décor, tu dis où tu es, et puis à un moment donné, tu fermes et tu remplaces ce que tu diffuses en 3D par une information classique. Comme hier soir au truc des Ouais, d'accord, ok. voilà, Ouais, c'est vrai. et donc on rentre des éléments qui deviennent les sujets de discussion. Mais le décor immersif, ça peut être aussi l'identité de la boîte, pour rappeler les éléments, quoi, les basiques de la boîte. Et ça peut être assez simple. C'est vrai que dans le fond vert, les gens sont un peu perturbés. Alors nous, on a connu tout. Avec les journalistes, quoi, en télévision, le fond vert, ça marche bien. Puis à un moment donné, il y a un réel qui n'aime pas ça, ben, on vire le fond vert, on met un décor classique. Avec des corporates ou des institutionnels, on a eu les deux cas. Il y en a qui ne supportaient pas dans un fond vert, ils étaient perdus, quoi. Ils étaient vraiment dans le vide interstellaire, donc ils n'arrivaient pas à se raccrocher au décor. Ils ne savaient pas où regarder, comment faire. Et donc d'avoir un écran pour poser un regard, voilà, ça les aidait aussi. C'est ce qu'on fait en fait. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'on raccroche à chaque fois l'intervenant avec des écrans. Et ce qui est très curieux, c'est que certains intervenants ne souhaitent pas se voir dans le décor 3D. Ça, ils ne supportent pas. Certains, ça les perturbe, et puis certains, au contraire, ils sont très à l'aise et il n'y a pas de problème. Donc en fait, il faut savoir juger. Ce qui est très important dans ce nouveau métier, c'est ce qu'on a abordé, c'est la scénographie des choses. C'est-à-dire que je me rends compte, avec tout ce qu'on fait en corporate, c'est qu'il se passe beaucoup plus de choses à ce qu'on appelle à topper. C'est-à-dire qu'on a un topper qui gère tout l'événement, et là on se retrouve avec quasiment du double topage, c'est-à-dire que les informations elles sont aussi bien dans le mur que dessus. Partout, ouais. Je rentre un intervenant, j'en sors un, on en a un qui est à Dubaï, l'autre qui est à Marseille, Il y en a qui lève le doigt. et il va ouvrir à gauche, il y en a qui pose une question, et là en fait on se rend compte que ces besoins, enfin ce qu'on fabrique aujourd'hui est né du fait très simple que quand on digitalise un événement, on a une durée d'attention des gens qui est beaucoup plus réduite que sur un événement physique. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont sorties qui disent qu'au bout de 45 minutes d'événement digital, il faut qu'il se passe quelque chose. Une pause, ou bien un nouvel intervenant, un team building, un icebreaker, et ainsi de suite. Donc en fait, il faut aller très vite, en 45 minutes, il faut aller à l'essentiel. Et donc des événements, une remise de trophée par exemple, qui durait 2 heures avant le Covid, et ben aujourd'hui quand elle est digitale, c'est maximum 1 heure. Parce que sinon on perd l'attention. Donc il faut que ce soit très dynamique, qu'il y ait beaucoup de contenu, que ce soit bien cadré. Et donc en tout cas pour nous, aujourd'hui le fond vert, c'est ce qui nous permet d'envoyer tout ça de façon efficace et sans erreur, et voilà, avec une belle attention sur les gens. Ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure aussi sur la question que vous posiez, comment faire intervenir les gens à l'extérieur, comment intéresser ton public. Là, on a fait une expérience que vous avez aussi vécue avec Expert Cup, où l'idée c'était de faire venir, le thème c'était comment accrocher tes téléspectateurs. Et du coup, donc là, on est encore dans là, on s'éloigne un peu on s'éloigne peut-être un peu de la partie infodécor, tout ça, mais ça reste quand même intéressant, parce que le point commun à chaque fois, c'est toujours comment tu rentres, comment tu attrapes le gars et comment tu l'accroches jusqu'à la fin pendant les 1 heure, où à un moment donné, c'est soit ça va se faire dans l'infodécor parce qu'il va y avoir des choses intéressantes, mais ça se fait aussi. Et c'est ce que propose SparkUp, dans le lecteur, où en cours de route, tu vas pouvoir poser des questions aux gens, interagir. Du coup, tu as des quiz en temps réel, donc tu maintiens l'intention du gars. Après, ces éléments de résultats, tu peux les envoyer dans le mur, tu peux les envoyer aussi en 3D, et c'est là que ça devient intéressant. Et là, du coup, on est entre l'interaction avec le mur, 2D ou 3D, peu importe, au final. Ça peut être aussi en fond vert, hein. Tu peux récupérer ces éléments et l'ajouter en RA dans le truc, et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que tu intègres vraiment ton spectateur dans le process de production. Mais là, du coup, on aborde encore un nouveau sujet. Là, c'est du Twitch plus. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand on voit, France Télé, quand ils ont fait leur chaîne Twitch, ça a quand même bien marché, quoi. Samuel Etienne, les premiers trucs qu'il a fait, c'était captivant, et ça durait. En fait, ça durait le temps que ça durait. Et d'aller plus loin, c'est-à-dire au lieu d'avoir un pauvre décor pourri et 3 cams pour faire comme si j'étais à la maison, d'avoir ça, d'intégrer les éléments, d'avoir les retours de sondage, les retours les questions qui défilent aussi dans l'écran, ça peut être intéressant, plus que d'avoir le gars qui a son petit portable et dans sa cuisine, quoi. Donc ça permet d'avoir des choses plus intéressantes, mais on rentre là-dedans, c'est-à-dire que le studio corporate, c'est un outil, c'est un canif suisse qui peut tout faire. Et donc on pourrait rentrer du Twitch, on pourrait rentrer n'importe quoi dedans, une danseuse virtuelle, j'en sais rien, mais l'idée c'est ça, c'est qu'on peut faire, c'est un couteau suisse avec lequel on puisse tout faire
pour l'information liée à la société dans laquelle on travaille, ou pour des clients même. Hein. Ouais, parce qu'au final, le sujet est toujours le même, hein, peu importe les technologies qu'on utilise, c'est comment tu maintiens l'attention de ton public. Et c'est avec toutes les technologies qu'on a, et c'est vrai qu'avec le Covid, ça a un peu accéléré tout ça. Je crois qu'il y a des solutions comme SparkUp. Là, on parle de Unreal et tout, mais c'est vrai que c'est incroyable. Et du coup, de là, il se décline tout un paquet d'usages. Je m'interroge encore toujours sur comment on va réussir à exploiter toutes ces technos pour essayer de maintenir une intention. Ça, il faut faire confiance aux usagers, aux utilisateurs, parce qu'eux, ils vont trouver, à partir du moment où ils arrivent où ils capitalisent l'expérience de ce qu'on leur propose, ils utilisent, et à la fin, eux, ils vont créer des nouveaux besoins ou des nouvelles façons d'utiliser. Ils vont nous questionner sur la manière de modifier le système. Hein. C'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, étant aussi du monde de l'événementiel, en fait, les clients nous poussent toujours plus, toujours à chercher de nouvelles technologies, de nouvelles choses. Ce qu'on a, nous, décelé dans le fond vert, c'est qu'on est beaucoup plus flexible. C'est-à-dire que, vous savez, des clients, on a fait des events pour Essilor, par exemple, où on avait une belle table ronde. Et puis, 5 minutes avant que ça commence, la directrice générale, elle a dit moi, je voudrais faire mon intro devant, là. Je voudrais me poser là. Et là, on s'est dit oups, lumière pas focusée, le décor il va pas, oups, faut agrandir un peu le décor. Non mais c'est du vécu. Hein. Et c'est vrai que d'être sur fond vert quelque part, ok, ça nous a pris peut-être une demi-heure, mais on a remodifié un tout petit peu les choses, mais les échelles de rien du tout. Et puis du coup, on est reparti comme ça. On n'aurait pas pu le faire avec un mur qui était posé sur une scène, c'était impossible. Donc il y a une certaine flexibilité. Et moi, je parlais tout à l'heure de scénographie, très importante. Scénographie et réalisation, ça doit travailler de pair. Parce qu'un réalisateur doit utiliser la scénographie pour mettre en avant, que ce soit sur du mur ou du fond vert, peu importe, ou sur de l'immersion, pour mettre en avant tout ce qu'il va y avoir comme message à faire passer. Et c'est, je pense, des nouveaux métiers qui vont arriver, parce qu'on parle beaucoup de technologie. Faut aussi parler des opérateurs, les gens qui sont derrière les machines, les gens qui sont derrière les serveurs, des gens qui codent, les gens qui créent les décors, et puis les scénographes, eux, qui sont dans leur univers et qui ont envie d'envoyer un message par une scénographie. C'est des métiers qui se mettent en place. Vous allez peut-être rigoler, mais je m'inspire beaucoup de ce que me montrent mes enfants, parce que ils sont de la génération qui ont 20 ans de moi, donc je me nourris de ça. Et quand j'ai parlé d'Unreal à mon fils, il m'a dit ah bah oui, c'est le jeu Overwatch, bien sûr, je connais, on a déjà fait des lives sur Unreal. Et je dis ah bon, des lives sur Unreal. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, les technologies qu'on utilise aujourd'hui, elles sont issues de programmes et de logiciels de jeux vidéo. Ah oui. ZD, c'est ça. La puissance que ça peut avoir, moi je suis halluciné. Tu as deux métiers là, aujourd'hui qui peuvent émerger de ces technologies. La première, c'est là, à mon nez, je plaisantais avec les équipes, mais, parce que tu pourrais presque à un moment donné avoir le réal d'infodécor qui serait plus important que le réal lui-même qui fait la commutation entre les caméras. Parce que c'est lui qui va donner la dynamique en fait dans le mur, comment je réutilise. Tu vois, par exemple, tu as des débats et puis tu as des mots-clés qui jaillissent. Tu fais apparaître des éléments. Alors ça peut être de la 3D ou ça peut être encore de la 2D, mais des éléments qui vont arriver dans le décor et qui vont soit appuyer, et donc en fait ce mec là ça se trouve il va, ou cette personne, cette jeune femme, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de parité en ce moment sur les plateaux un peu techniques, mais bref. Mais en tout cas ils vont pouvoir développer des vrais usages, et parce que c'est pas eux qui vont prendre, parce que c'est souvent une relation un peu de pouvoir sur un plateau, de savoir est-ce que c'est moi qui commute les caméras, c'est moi qui ai on va dire la commute finale, ou est-ce que c'est le mec dans le mur qui va avoir vraiment, voilà, alors ça c'est un nouveau métier. Et le nouveau métier aussi, c'est, alors que ça soit fond vert ou que ça soit c'est les gars qui sont, comme tu disais, les gens Unreal là, c'est-à-dire les opérateurs virtuels qui eux vont faire le lien entre la créa 3D et ce qui va être diffusé soit présentement dans le mur ou soit dans ton univers qui va après être incrusté en fond vert. Et c'est tout le propre de la XR. La XR, en fait, c'est, pour reprendre ta toute première question, la XR, c'est Extended Reality, en fait. Et en fait, c'est un mélange d'images réelles et d'images virtuelles, mais constamment, et sans que celui qui est au milieu s'en rende compte, en fait. Oui, tout à fait. Et il est complètement... Et c'est ça qui est assez bluffant. Et voilà, notamment sur les corporates, etc. En effet, peut-être que c'est un petit peu encore compliqué ou un peu trop haut niveau.
Mais en tous les cas, pour les tournages de clips musicaux, pour les tournages de fiction, c'est des solutions qui sont vraiment top. Bah, ouais, non, c'est clair. Mais c'est pour ça que c'est aussi l'intérêt de cette conférence-là, c'est de se dire, bah, bon, là aujourd'hui, on commence à maîtriser les technologies, il y a eu une accélération avec le Covid, mais comment on va utiliser ça en fait? Enfin, quels usages ça va développer? Quelles nouvelles compétences on va avoir besoin? Par exemple, des gars qui sont capables de diffuser de la 3D dans le mur, là, c'est pas évident, il n'y en a pas beaucoup. La plupart, ils sont directement absorbés par l'industrie du jeu vidéo. Les meilleures écoles, elles sont en France. Mais elles sont, voilà. Donc, mais après, c'est comment nous aussi, parce que si on veut développer des usages, bon, c'est cool, mais si on veut le démocratiser, il va falloir trouver des compétences pour le faire. Il y a une industrie qui est d'ailleurs en train de se structurer autour de ça. Mais bon, là, on parle encore de XR, de 3D. Est-ce que c'est adapté? Là, on voit quand on discute, c'est pas forcément adapté à l'usage qu'on peut avoir sur du plateau corporate, soit parce que c'est trop lourd, soit parce que quelquefois l'usage ne se justifie pas. Mais voilà, si c'est pas de la XR, c'est être capable de gérer de la métadonnée en temps réel, de pouvoir l'injecter dans le mur et tout. Et ça va aussi développer des nouvelles compétences. Donc là, c'est pour encore une fois, que ce soit LED ou pas LED ou mur de LED, fond vert, j'insiste vraiment sur le côté mur de LED. Non, il a un problème. Moi, tu peux y aller. Non, mais tu peux. Mur de LED, j'en ai plein les stocks. Non, mais on peut aussi diffuser du fond vert dans la LED. Ah oui, on peut, ouais. Alors j'ai essayé, figure-toi. Non, j'ai essayé. Ça marche pas très bien. En fait, il y a des astuces, mais j'ai essayé de faire une immersion sur un mur de LED avec du verre à l'intérieur. Voilà. Il y a quelques petits problèmes, mais on a essayé de le faire. Ouais. Parce qu'en fait, on a des plateaux de télé dans lesquels les gens nous demandaient les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on fait une présentation, c'est le logo de l'entreprise, puis d'un seul coup, je vais être projeté dans le showroom du nouveau magasin qu'on est en train de lancer. Alors on s'est dit, ah bah oui, mais là, du coup, on a essayé aussi de faire ça. Ouais. Voilà. Donc ça fonctionne pour l'instant moyen. Voilà, ça marche très bien. Voilà, donc voilà. En termes de coût de ce type de plateau, on aurait tendance à dire un fond vert, bon, j'achète un pot de peinture et puis tout va bien. Si, mais la bonne peinture. Voilà. La bonne peinture. 2 pots de peinture. Ça dépend du 3 pots de mélangeur qu'on peinture. utilise. Alors nous, on fait du Roscoe, je vous le dis, c'est 5711, c'est cette peinture-là qui est utilisée, rien Voilà. d'autre. Bon, ça, tu vois, tu as dévoilé. Ah ben non, je donne, moi, tout le monde, le savoir, va monter maintenant. 90% des fonds verts, c'est le Roscoe. Ah oui, oui. Donc on aurait tendance à se dire ça spontanément. Bon, bah, d'un côté, il y a une toile et puis c'est pas en verre. Et puis, donc ça va coûter 3 francs 6 sous. De l'autre côté, il y a un mur de LED immense avec toute une régie. C'est sûrement pas le cas, j'imagine. Comment est-ce qu'on se situe dans l'arbitrage financier? Est-ce qu'il y a des grosses différences ou est-ce qu'au final, tout ça converge vers plus ou moins le même budget? Alors, Vas-y, on a tous des trucs à dire. si on parle fond vert, le fond vert, c'est pareil, il y a le fond vert à 10 balles comme il y a le fond vert à un peu plus cher. Le vrai fond vert, quoi, le bon cyclo, si on veut en faire un 360, c'est un cyclo en dur avec la peinture. Et il faut penser qu'à un moment donné, on le repeindra tous les ans, mais la peinture coûte pas cher. La peinture coûte pas cher. Mais un cyclo sur un studio de 70 mètres carrés, en gros, ça coûte 25 000 balles. Voilà. Avec les gorges horizontales et verticales, plus les chemins de câbles dissimulés dessous. Donc c'est relativement peu cher. La différence avec... après, il faut l'éclairer. Il faut l'éclairer. Il faut Il faut aussi éclairer un plateau avec un mais il faut l'éclairer mieux. Il faut l'éclairer mieux, un peu plus. Il y a tout le fond à bananer vraiment nickel. L'éclairage sur fond LED, sur fond vert est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est des lights, quoi. C'est pas. C'est certaines typologies de lumière, clairement. Oui. C'est-à-dire qu'en tout cas chez Stardust, on éclaire de 3 façons. On éclaire le fond vert, que ce soit 1, 2, 3 côtés, de façon autonome, avec de la lumière asymétrique, de façon à avoir une diffusion du flux lumineux le plus homogène possible pour éviter ce qu'on appelle les points chauds. Et après, on a de l'éclairage, je dirais traditionnel, comme ici, face, contre et latéraux. Ouais. C'est exactement la même chose. Donc, en revanche, il y a un équilibre à trouver. C'est ça qui est important. En fait, ce qu'on a réussi à faire chez Stardust, c'est que dans l'année et demie qu'on a passé à développer ce qu'on appelle les keyers, on est tombé sur un jour un équilibre qui nous permet de récupérer les vraies ombres. Et les vraies ombres, ça permet vraiment, je dirais, à dire au cerveau, il n'y a pas de trucage. Sans les vraies ombres, les gens ils sont en lévitation. Vous rajoutez les vraies ombres, les gens collent sur le sol. D'accord ? Et ça a été, en tout cas chez Stardust, on a passé une grosse marche quand on a réussi à maîtriser justement ces vraies ombres. Donc c'est... Voilà. Après, sur la technologie fond vert, mur de LED, j'ai déjà fait ce genre d'opération. Très souvent, il faut qu'on ait une face qui soit
beaucoup plus puissante que sur un fond vert parce qu'il faut rattraper la puissance lumineuse qui arrive de derrière. En revanche, je vais prêcher un peu pour pas ma paroisse. Ce que j'adore dans la technologie d'immersion LED, c'est qu'on récupère les couleurs, les flux lumineux, la dynamique de l'image autour du sujet. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, comme je vois si des. c'était la vraie Bah oui, lumière je vois tout des. à fait naturelle. Voilà, je vois Et des, ça je vois fait des, vraiment- je vois des tournages d'un seul coup, un gros faisceau de soleil. Bah, le soleil, il arrive vraiment sur le côté, il n'y a pas de trucage. Donc, ça a un avantage. Mais encore une fois, c'est deux notions d'usage différentes. Et donc, voilà. Et puis, faut choisir. il faut honnêtement, faut Puis la pas les même mêmes taille de tarifs studio plus, non plus. Hein. Ouais, On c'est peut pas- faire un fond vert dans un truc plus dans un petit truc que dans petit, un. ouais. Clairement. Il faut qu'on ait plus de recul. Ouais, Parce que clairement. sinon, on n'a pas de recul, il faut des pitchs tellement dingues Ouais, c'est ça. qu'on n'a plus l'argent. C'est ça. C'est pas la même, voilà, c'est Ouais, pas le même projet en fait. Puis même, c'est ça. Je pense que c'est important de le préciser. Parce que là, bon, on peut s'amuser un peu comment on pourrait dire ça, VS mur LED VS fond vert. Mais dans la réalité, en fait, tu vas pas les utiliser pour les mêmes. Non, c'est ça, Non, pour le Pas moment, les ça usages. s'adapte. Le XR, enfin, le mur LED, ça va s'adapter vraiment bien pour des tournages de fiction, des tournages des films publicitaires avec un budget quand même assez. C'est costaud, ouais. Voilà, pour faire des clips tout musicaux, ça, voilà. c'est vraiment Mm. Et par contre, là, c'est un véritable avantage parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que au cours de la même journée, on peut tourner 4 scènes différentes qui auraient pris au moins 4 jours parce qu'il aurait fallu aller dans 4 endroits différents ouais. en temps normal. Ou le coup du sunset, c'est quand même formidable. C'est une scène qui se déroule au moment du coucher de soleil en décor naturel. Le coucher de soleil, ça dure très très peu. Donc si on rate, il faut recommencer le lendemain. Alors que là, oui, mais c'est vraiment très adapté, ouais. parlant parce que ça permet des formidables coups de, Ouais, des réduction de coûts. économies, c'est clair, hein, c'est sûr. Mm. Et voilà, donc. C'est des économies qu'on peut en fait quantifier ou valoriser par rapport à des grosses prods. Mm. Sur des petites Sur prods, c'est plus plusieurs jours. compliqué. Voilà. Ouais, c'est C'est ça. sûr. Oui, Non, c'est- ouais. en effet, pour le moment, Pour ouais, des c'est petits vrai. one-shots, c'est toujours compliqué. Après, le mur d'image, le fond LED comme ça, pour des grosses boîtes, pour des grosses sociétés, c'est l'effet waouh aussi. Hein, Ouais, carrément. moi, j'ai des muscles, j'ai mon fond. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça montre aussi qui on est. Voilà. Donc, c'est plus parlant qu'un fond vert. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est pour ça, on va peut-être en vendre à Dubaï, mais en France, on va pas en vendre. Ouais, beaucoup. non, faut quand même pas oublier un paramètre non plus, c'est qu'il faut le nourrir, le mur de LED en images. Il faut le nourrir d'images de qualité. Oui. Donc ça va très très vite, hein, les images 4K et les serveurs, faut aussi penser à ça. Hein, tout est synchronisé. Il y a un truc dont on n'a pas parlé justement, je rebondis là-dessus, c'est qu'en corporate, il y a aussi le bon vieux décor traditionnel, hein, Aussi. avec du bois, avec quelques écrans, des dalles LED, des 55, 65 pouces, des trucs simples. Et là, pareil, on intègre des images, on intègre du flux, on intègre des données, et on reste dans des trucs complètement raisonnables en termes de coûts. Et donc, c'est beaucoup plus abordable pour commencer, en fait. Parce que l'idée, c'est que les gens puissent commencer. Ouais. Donc, une fois qu'ils ont un plateau, ils ont aussi derrière les serveurs, la régie, le mélangeur, ils ont tous ces trucs-là. Ces équipements, ils ne bougent pas. Qu'on mette un mur LED ou 3 écrans, c'est les mêmes. Donc l'idée, c'est qu'on peut commencer petit Ouais, et on peut grossir et puis s'amuser à avoir un deuxième plateau, un troisième plateau. Alors ça, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Alors ça, c'est effectivement l'accès à la technologie. Là, on est plus dans une logique d'accès à la technologie. On s'est posé aussi la question ici. Bon, là, l'objectif, aujourd'hui, c'est un espace qui est dédié en fait au développement des usages. Hein. C'est vrai que je l'ai pas dit au démarrage quand j'ai fait l'introduction, mais l'idée, c'est de développer des usages autour de la LED, XR ou pas XR d'ailleurs. C'est vraiment plutôt. C'est pour ça que le fait de dire, je vais pouvoir utiliser des éléments dans l'infodécor, nous, ça nous intéresse de voir comment on peut développer. Comment on peut développer les usages autour de la LED, ça c'est clair. Et derrière, il y avait quand même une approche qu'on avait envisagée à un moment donné sur des plateaux plus légers, parce qu'on a quand même conscience du coût très important de ces LED. C'est effectivement d'utiliser des télévisions en fait. Et en fait, du coup, tu mets plusieurs télévisions l'une à côté de l'autre. Et en fait, imagine, tu prends un appartement et cet appartement, en fait, c'est des vitres. Et en fait, l'association des écrans devient en fait comme une baie vitrée. Donc, tu es dans un espace tout blanc ou tout noir. Enfin, bref, donc on est dans du décor réel. Tu mets ta table réelle, tu mets des éléments de décor. Sauf qu'à un moment donné, dans ces écrans, tu vas diffuser cette fameuse 3D qu'on envoie aujourd'hui dans le mur, mais en fait, tu l'envoies dans plusieurs écrans. Et du coup, ça te permet en fait de faire une sorte d'infodécor immersif qui s'appuie un peu sur ces technologies-là.
Et là, tu peux te retrouver dans n'importe quel décor. C'est-à-dire du jour au lendemain, c'est une fenêtre sur le monde. Et en fait, derrière, tu actives en fait une vision à travers les. Et là, il suffit d'acheter, moi, je sais pas, 5 ou 6 écrans que tu mets l'un à côté de l'autre. Tu fais un beau coffrage autour et en fait, tu es dans un décor classique. Mais c'est une porte d'entrée en fait dans la techno. Et c'est beaucoup moins cher, effectivement. Là, je sais pas, on a plus de 40 mètres carrés de LED. C'est clair que je veux dire, si on devait faire la somme des investissements, après, je ne parle même pas des contraintes qui nous obligent à mettre pas n'importe quel matériel dessus pour, entre autres, supprimer des aberrations. Donc on ne peut pas mettre de PTZ, des choses qu'on met beaucoup maintenant sur les plateaux. Donc si tu veux, tu as quand même pas mal de contraintes techniques liées à la LED qui font que c'est pas un investissement sans conséquence. Mais effectivement, si tu passes par ce canal-là, tu peux effectivement accéder à la technologie à des coûts beaucoup moins importants et tu peux utiliser du matériel différent. Il faut commencer en fait. Il faut commencer. Mais c'est vrai que c'est un point qu'on a... commencer avec un petit mélangeur, même des trucs super maintenant abordables, avec des PTZ, ou même les en broadcast. Moi, je développe toutes les chaînes régions de Next. C'est des PTZ et ça marche très bien. C'est clair. Il y a de la bonne qualité d'image à la fin, c'est du 4K, c'est propre. Nous, tout ce qu'on fait en XR aujourd'hui, fond vert, c'est que de la PTZ. Ouais. Voilà. Et nous, à Vidélio, on a un petit plateau hybride. Ouais. Donc il y a un fond en décor naturel et l'autre côté, c'est un fond vert. Et comme ça offre vraiment des solutions hyper faciles. C'est très facile à mettre en place. Il y a 3 caméras, 3 PTZ, un éclairage. Et oui, c'est une solution très rapide, très rapide et très apportée de sans faire la pub de Pana, ils ont développé aussi un nouveau mélangeur qui a l'air super. On peut faire pas mal de choses avec. Alors, nous, on n'est pas pour l'instant mélangeur Pana, mais bon. Mais voilà, donc il y a des solutions simples. On peut acheter quasiment le paquet, Le package, Alors je remarque aussi quelque chose d'important, c'est que les clients, on doit les aider à comprendre tout ça. Mais on doit aussi leur donner des steps, un petit peu comme nos enfants quelque part. C'est qu'on s'aperçoit là, dernièrement, qu'on commence à parler de réalité augmentée, comme on le voit sur les plateaux de télé, les émissions d'aujourd'hui. Et donc, ils font le rapprochement, avec comme des belles OP que vous avez fait sur les JO et ainsi de suite en réalité augmentée. On dit aux gens, mais vous regardez, c'est comme les JO, les gens étaient dans une bulle. Ah oui, d'accord, ce sera ça. Mais l'étape d'avant, ça peut être simplement, on vient chez vous, on fait une captation comme on fait habituellement, et puis... on habille avec de la réalité augmentée, des objets, des chiffres, des tableaux Excel, des meubles, des machines que vous avez dans vos services de communication. Donc en fait, ça aide à franchir le pas et à commencer à rentrer dans ces technologies qu'on va utiliser, je pense, encore de nombreuses années. Voilà, la réalité augmentée, ça aide vraiment. On va conclure en faisant un peu de prospective et en parlant de ce qui pour vous sera cet univers dans quelques temps. On va commencer par la remote production. Oui, la remote production, parce que c'est vrai qu'on a une étendue de tournage possible. On peut tourner en classique, on peut tourner en virtuel. On peut ajouter donc des faux vrais objets avec la réalité augmentée. Et on peut tourner en immersif, donc avec un mur LED doté de la XR technologie. Et donc on peut aussi faire de la remote production. Alors qu'est-ce que c'est la remote production ? C'est juste, prenons un exemple d'un événement qui se passe dans un petit stade. On va prendre un petit événement sportif. On installe 4, 5, 6, 8 caméras ou plus, peu importe. Et il y a 1 ou 2 techniciens en fonction du nombre de caméras qui se déplacent, qui installent les caméras, qui relient toutes les caméras à une fibre. La fibre l'envoie, une connexion qui l'envoie directement où nous on se situe à notre centre de production, et on réalise et on diffuse ensuite le signal depuis la station 140, depuis notre base, sans qu'on ait à se déplacer, à part 1 ou 2 techniciens qui se déplacent sur place. Et ça, on peut aussi imaginer proposer aux clients d'installer des plateaux chez eux. Et quand ils veulent commencer à effectuer leur tournage en virtuel ou autre, et que c'est peut-être un petit peu encore trop complexe pour les gens qui s'en occupent, ou pas envie de les former, ou tout simplement c'est un peu trop professionnel pour eux, et bien du coup, nous on peut tout à fait leur proposer de récupérer le signal de la même manière chez nous. On leur fait la réalisation et on diffuse ensuite sur la plateforme de leur choix.
en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les usages qu'on va réussir à développer ici. Mais je pense beaucoup, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, le côté XR sur du plateau multicaméra, je pense qu'il y a des fois, ça sera très, très sympa, plutôt dans le broadcast, où tu as envie d'emmener les gens dans un univers, et du coup, ça peut être sympa. Mais je pense plus aujourd'hui à des usages liés autour de l'interaction avec le mur, c'est-à-dire le fait d'utiliser vraiment le mur comme une... Puisque ce qu'on ne peut pas faire avec le fond vert, qui a d'autres avantages, là l'avantage du mur de LED, c'est de pouvoir tout de suite, comme tu le disais, être en interaction, pouvoir voir des gens, mettre des chiffres. Et donc là du coup, tu as une interaction. Sinon effectivement, si on n'arrive pas à réussir ce pari-là, en effet, je pense que le mur n'aura pas sa place, trouvera pas sa place par rapport à du fond vert. Donc, pour répondre à ta question, moi j'ai beaucoup d'espoir sur cette technologie-là, et pas uniquement sur la XR, mais sur le fait de pouvoir utiliser le mur comme un vrai support de création et qui vienne appuyer en fait la réalisation classique avec des caméras. Et c'est ce que j'espère qu'on arrivera à développer. On verra comment ça évoluera. Et peut-être que de toute manière, pour faire de la télétransportation, on sera obligé d'utiliser du fond vert. Donc Oui, ça, on pour sera le toujours moment, de toute oui. manière pas loin de cette technologie qui est hyper intéressante et qui a quand même fait des choses extraordinaires pendant 10 ans et qui en plus aujourd'hui propose des expériences super intéressantes. Alors Eric, Eh bien, écoute, l'avenir du fond vert. l'avenir de nos solutions, elle va passer par deux axes, parce que moi j'ai eu le temps de me préparer, du coup, j'avais dit. Premier axe, c'est de réouvrir un studio XR, donc sur fond vert, qui va faire 50 mètres carrés, chez un de nos clients qui s'appelle Vitré, à Vitry, qui est un lieu extraordinaire événementiel. C'est un studio qui est en train de se finaliser. Donc pour pouvoir faire une offre globale, fond vert, technologie, incrustation, parce qu'on ne va pas parler forcément de XR, on construit un gros cyclo, donc on peut faire de l'incrustation fond vert, je dirais normale, mais ça peut aller jusqu'au XR. Et puis deuxième axe, c'est de pouvoir rendre accessible à tout opérateur formé toute la solution qu'on a mis en place chez Stardust sur le moteur Unreal, parce qu'aujourd'hui on n'en parle pas, mais tout ça c'est quand même fait avec un moteur qui est une usine à gaz, qui est extraordinaire. Mais si on n'est pas codeur, tech vidéo, technicien lumière, on ne connaît pas la vidéo, ainsi de suite, on ne peut pas le mettre en place, c'est impossible. Donc c'est quelque chose de très compliqué. On a des demandes d'installation de studios et de plateaux réalité augmentée et XR en fixe. Donc on est en train de développer une solution pour qu'un opérateur formé, qui n'est pas un codeur Unreal, puisse utiliser cette solution. Voilà, donc deux grands axes et honnêtement on investit beaucoup dans cette technologie parce qu'on a investi plus de 200 000 € en 2 ans. Donc le groupe nous permet de faire ça et voilà, c'est très intéressant. On a développé ce qu'on appelle une vraie division qui s'appelle Stardust Innov, qui va nous permettre de faire rentrer aussi des gens. Donc je lance un appel, si vous êtes innovant, que vous souhaitez vous exprimer dans le métier de l'événementiel, on a monté une structure qui sera capable d'accueillir des gens qui ont des projets autour de l'événementiel. Et donc on peut les accueillir, les loger, même les financer pour certains projets, de façon à faire avancer ces métiers dans l'événementiel. Le mot de la fin, Jean-Baptiste? Au de la fin, je ne sais pas, mais C'est toi qui as la vision la plus claire sur le marché. C'est Bah, ça. j'ai pas la vision la plus claire sur le marché. Moi, j'accompagne les demandes, mais moi, je pense qu'on va être de plus en plus dans l'hybride. Actuellement, en fait, quand on sera dans le corporate, ça sera de plus en plus dans l'hybride, dans quelque chose de très facile d'usage et très réactif. En fait, l'idée, c'est de pouvoir appuyer sur un bouton et de commencer à rentrer à échanger des flux. Je pense qu'il faudra quand même toujours des opérateurs et des gens qualifiés pour mettre en place une bonne lumière, un bon son, une bonne captation. Voilà, ça c'est important. Il ne faut pas que les gens s'improvisent non plus boîte de prod en fait. Et à côté de ça, nous on essaye de développer, ça c'est côté broadcast, mais des micro-studios, de plus en plus, pour des sortes de cabines automatiques, mais avec, toujours pareil, de la réal, des mouvements de caméra. Donc moi, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Hein, On peut en parler après. Non mais c'est vrai, là on en développe un pour un pays, pour un gouvernement, ce genre de choses, ça m'intéresse, clairement. Donc voilà, et tout le monde en fait a envie de pouvoir communiquer avec de l'image, puisque en fait actuellement on vit dans un flux continu d'infos et d'images. Exactement. Et tout le monde veut faire son image, et tout le monde veut pouvoir se démarquer dans l'image qu'il va produire et diffuser. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de maîtriser des technos et d'accompagner les gens dans ces technos pour qu'ils puissent avoir des idées et qu'on puisse mettre en œuvre leurs idées dans ce monde-là. Voilà.
Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous d'être venus. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur cet univers. En tout cas, moi, j'en connais beaucoup plus. Et à bientôt.